L'internalisation crée la prison matricielle. denisjutra.ca, YouTube, Denis Jutras. La matrice ne contrôle jamais directement la conscience. Elle n'en a ni la capacité ni l'accès. Elle opère exclusivement par le personnage, en utilisant l'internalisation comme interface principale. Son génie n'est pas la contrainte, mais la délégation. Elle ne force pas l'humain à obéir, elle l'amène à se gouverner lui-même, selon des normes qu'il croit siennes. La matrice agit toujours en amont de la pensée consciente. Elle cible les zones où le discernement n'est pas encore formé. L'enfance, la dépendance affective, le besoin d'appartenance, la peur de l'exclusion, la survie relationnelle, là où le corps ne peut pas se permettre de perdre le lien. L'information s'inscrit sans filtre. Ce qui est absorbé à cet endroit ne sera jamais vécu comme une influence extérieure, mais comme une évidence intérieure. Le processus est toujours le même. Une expérience émotionnelle non intégrée donne une adaptation corporelle, une répétition, une identité. La matrice n'implante pas des idées, elle installe des réflexes. Elle ne dit pas pense ceci, elle conditionne le système nerveux à réagir d'une certaine manière face à la peur, au manque, au rejet, à la menace. Une fois le réflexe en place, la pensée vient ensuite le justifier. Le personnage croit choisir alors qu'il rationalise après coup une réponse déjà conditionnée. L'internalisation permet à la matrice de transformer des structures extérieures, sociales, familiales, culturelles, idéologiques, en structures intérieures. À partir de là, la contrainte n'est plus nécessaire. L'humain s'auto-surveille, s'auto-corrige, s'auto-censure. Il anticipe le regard de l'autre, la norme, la sanction symbolique. Il ajuste son comportement avant même qu'une pression extérieure n'apparaisse. C'est ainsi que la matrice devient invisible. Elle n'est plus dehors, elle est devenue une logique interne de fonctionnement. Plus l'internalisation est profonde, plus le personnage s'identifie à ce qui le conditionne. Il ne dit plus j'ai appris à faire ainsi, il dit je suis comme ça. À ce stade, la matrice a gagné. Elle n'a plus besoin d'exister comme système identifiable, elle vit à travers l'identité même du personnage. La matrice se maintient tant que l'humain confond adaptation et identité, survie et réalité, réaction et choix. Elle cesse d'opérer dès que cette confusion est vue, non combattue, vue. Car ce que la matrice exploite, ce n'est pas la faiblesse de la conscience, mais son absence d'incarnation consciente dans le personnage. Lorsque la conscience reprend sa place au point zéro, l'internalisation perd immédiatement sa fonction. Les programmes ne sont pas détruits, ils cessent d'être alimentés. Les réflexes ne sont pas combattus, ils se désactivent faute d'identification. Le personnage n'est plus le centre opérant, il redevient un outil pour la conscience. Et là, la matrice ne peut plus se maintenir, non parce qu'elle est vaincue, mais parce qu'elle n'a plus d'interface. L'un des mécanismes les plus puissants, les plus invisibles et les plus déterminants de l'expérience humaine est l'internalisation. Non pas l'apprentissage conscient, non pas l'adhésion réfléchie, mais l'absorption silencieuse d'informations, de normes, de postures, de peurs, de limites et de rôles qui s'installent dans le personnage sans jamais passer par la conscience. L'internalisation agit sous le seuil de la pensée, dans le monde subliminal. Elle ne demande pas l'accord, elle ne cherche pas la réalité, elle obéit à une seule loi archaïque, survivre, appartenir, ne pas être exclue. Et c'est précisément parce qu'elle est invisible qu'elle est si efficace. L'humain croit penser librement alors qu'il exécute des programmes par défaut. Il croit créer alors qu'il s'adapte, il croit être souverain alors qu'il protège avant tout son appartenance. L'internalisation n'est pas une manipulation consciente ni un complot organisé. C'est un mécanisme biologique, relationnel et nerveux de survie. Elle ne devient
une prison matricielle que lorsqu'elle n'est pas reconnue comme telle. L'humain n'internalise pas seulement des idées, il internalise des réflexes, des seuils, des limites implicites, des manières d'être acceptable. Il internalise ce qui lui permet de rester inclus dans un environnement donné. Une fois intégrée, l'information n'est plus vécue comme extérieure, elle est ressentie comme soi. Ce qui était une adaptation devient une identité, ce qui était une stratégie devient une évidence, ce qui relevait de la survie devient une réalité personnelle. C'est là que le piège est total. Il est fondamental de poser une distinction claire, ferme, irréversible. Le personnage peut être sous influence extérieure, certes, la conscience ne l'est jamais. La conscience n'est soumise à aucune hiérarchie, aucune autorité, aucune idéologie, aucune matrice. Elle ne peut pas être programmée, contaminée, récupérée. Elle observe ce qui est façonné, ce sont les couches adaptatives, suradaptatives. Le personnage, le système nerveux, la psyché, les stratégies de survie, les identités compensatoires, toute la matrice repose sur une confusion majeure. Faire croire que lorsque le personnage est pris dans une influence, la conscience l'est aussi. En réalité, la conscience assiste, elle n'est jamais capturée. L'internalisation commence très tôt, bien avant le langage, dans la famille, avant la société, avant l'école, avant l'État. La famille est le premier champ de survie, l'enfant ne peut pas se permettre de ne pas appartenir. L'exclusion, même subtile, émotionnelle ou silencieuse, représente un danger vital pour son système nerveux. Le corps comprend très tôt pour être nourri, protégé, reconnu, aimé, il faut s'adapter et cette adaptation devient structure. La famille transmet moins par ce qu'elle dit que par ce qu'elle tait. Elle transmet des peurs, des tensions, des loyautés invisibles, des traumatismes non digérés, des exclusions anciennes, des injustices non regardées. Ce qui n'a pas été intégré cherche un porteur, et souvent ce porteur, c'est l'enfant. Ainsi se distribuent des rôles systémiques, celui qui porte la charge, celui qui répare, celui qui se tait, celui qui échoue, celui qui devient le problème, celui qui s'efface. Ces rôles ne sont pas choisis, ils sont attribués par la logique de la survie du système familial liée à la matrice artificielle transgénérationnelle. Le personnage se construit alors non pas pour exprimer la conscience, mais pour préserver le lien. L'enfant apprend ce qu'il peut ressentir et ce qu'il doit cacher, ce qu'il peut dire et ce qu'il doit taire, ce qu'il doit être pour rester aimé, vivant, en sécurité. Plus cette adaptation est précoce, plus elle devient invisible. L'adulte dira plus tard, c'est comme ça que je suis, sans voir que ce je, petit je, personnage, est souvent une stratégie de survie devenue identité. Avant même de devenir psychologique ou idéologique, l'internalisation s'inscrit dans le corps. Le corps est le premier lieu de réception de l'information. Il n'analyse pas, il enregistre. Chaque internalisation laisse une trace corporelle, contraction, inhibition, accélération, figement. Le ventre capte la sécurité ou le danger, la poitrine porte la charge relationnelle, la gorge retient ce qui ne peut pas être dit. Le dos soutient ce qui n'a jamais été porté consciemment. Même lorsque le mental croit être libre, le corps continue souvent d'obéir à des programmes anciens. La conscience, elle n'est pas dans la contraction, elle observe la contraction. Lorsque le système dorsal est dominant, le figement devient normalité. Le retour au point zéro passe par la réactivation du système ventral, là où la présence redevient vivante, alerte et non défensive. Le système nerveux dorsal, c'est le sentiment d'être coincé, impuissant, paralysé. C'est le féminin blessé. Il est compensé par un masculin astral, blessé, qui nous amène à être en sympathique dans le surcontrôle, la surivresse mentale. Au centre, le ventral, c'est la conscience du point zéro. Avec le temps, l'internalisation devient normale.
La répétition transforme une adaptation en caractère, un réflexe en personnalité, une loyauté en valeur. Ce qui a été absorbé très tôt n'est plus perçu comme un ajout, mais comme une évidence. Plus une internalisation est ancienne, plus elle est difficile à voir, non pas parce qu'elle est profonde, mais parce qu'elle n'a jamais été comparée à autre chose. Elle traverse les années comme une ligne continue. L'humain croit avancer, mais il répète depuis un point non vu. La conscience n'est pas prise dans le temps, le personnage, oui. Le personnage vit dans le temps psychologique, fait de mémoire et d'anticipation. La conscience, elle, est hors du temps, dans le présent. Tant que l'internalisation gouverne, le passé se répète sous forme d'avenir. Au point zéro, le temps cesse d'être une boucle et redevient un présent réel. La société ne crée pas ce mécanisme, elle l'amplifie. Un individu qui a appris à survivre par l'adaptation devient hautement internalisable par la société. La société n'a plus besoin de contraindre, elle normalise, elle rend évident ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Elle ne dit pas tu dois, elle dit voilà comment on existe ici. La pandémie a rendu ce mécanisme visible à grande échelle. Il est essentiel d'être rigoureux. L'internalisation ne s'est pas jouée sur un seul pôle, mais sur les deux extrêmes. L'alignement total à l'autorité comme l'opposition radicale à celle-ci relève de la polarisation et dès que nous sommes polarisés, nous sommes influencés. La peur, l'urgence, la responsabilité morale ou ont activé l'amygdale. Le système nerveux a cherché un camp, un repère, une certitude. Certains personnages se sont polarisés dans l'obéissance, d'autres dans la rébellion, mais dans les deux cas, le centre a été perdu. Être contre peut être aussi conditionné qu'être pour. La polarisation donne l'illusion de la souveraineté alors qu'elle est une réponse réactionnelle. Tant que l'humain agit depuis un pôle, il reste gouverné par ce qu'il soutient ou combat. Le vaccin, dans ce contexte, n'est pas un sujet médical, mais un marqueur social, un signe d'appartenance ou de refus. La polarisation a capturé l'énergie des deux côtés. La conscience, elle, n'est ni pour ni contre. Elle est au point zéro, dans la voie du milieu, vivant. Le point zéro n'est pas une neutralité molle ni un compromis. C'est le point où les charges opposées coexistent sans s'annuler, là où il n'y a pas de camp à défendre, pas d'identité à protéger, pas de rôle à maintenir. La conscience voit la mécanique et parce qu'elle la voit, elle n'est pas prise dedans. La conscience n'est pas une victime d'un bourreau extérieur. Elle crée sa puissance à travers le théâtre présenté. Le même schéma se reproduit dans tous les milieux. Boys club économique, politique, élitisme intellectuel, milieu militant, milieu spirituel, artistique. Partout, des codes implicites, des normes invisibles, des polarités, dedans, dehors, éclairé, non éclairé, juste, injuste, conscient, inconscient. Le personnage apprend à s'auto-réguler, à s'auto-censurer, à s'auto-surveiller. La matrice n'a plus besoin d'imposer quoi que ce soit, l'individu se contrôle lui-même. En fait, il devient la matrice. Une action issue de la part de l'exclusion, du besoin de validation, de la loyauté invisible ou de la polarisation n'est pas une création réelle. C'est une adaptation stratégique. La création réelle n'émerge que lorsque le personnage cesse de se défendre. Elle émerge lorsque l'acte n'a plus besoin d'être reconnu, validé ou justifié. Il existe un moment très précis où l'internalisation cesse d'opérer. Ce moment n'est pas volontaire, ce n'est pas une décision mentale, c'est l'instant où le personnage cesse de soutenir sa propre structure par épuisement, fatigue, écœurement, par vitesse observatrice qui l'amène à revoir son identité réelle.
Cela peut se traduire par un silence intérieur, une sensation de vide, une fatigue profonde, une dépression, un traumatisme, une absence de réaction. Là où il y en avait toujours une dépression, etc. Le personnage peut paniquer, vouloir recréer une polarité, un rôle, une certitude, mais s'il n'est pas relancé, quelque chose d'autre apparaît. Une présence sans tension, une perception sans commentaire, une action sans justification. La conscience n'arrive pas à ce moment-là, elle était déjà là. C'est ton double, ta conscience, qui est prête à émerger sous forme d'information corporelle. Le savoir. Un dernier piège peut alors surgir, la récupération subtile. Le personnage peut se réapproprier le discours, se fabriquer une nouvelle identité. Je suis sorti de la matrice. Exemple. Et sans s'en rendre compte, il recrée un rôle. La conscience, elle, ne se déclare pas, elle ne se revendique pas, elle reste vivante tant qu'elle ne devient pas un concept. Le véritable basculement se produit lorsque l'humain réalise que ce qu'il prenait pour son identité, pour ses opinions, pour sa manière d'être au monde, est peut-être un personnage façonné pour survivre à ce système, à une famille, un clan, une société, une matrice de séparation. À cet instant sans lutte, sans rejet, sans violence, quelque chose se relâche. Le personnage n'a plus besoin de tenir. La conscience reprend naturellement la place centrale. Ce qui se passe au niveau occulte, c'est que l'âme est en train de se déshypnotiser de ses croyances pour se souvenir de sa puissance. Elle est en train de sortir d'un féminin blessé pour un féminin puissant. Le personnage a été façonné de l'extérieur, la conscience, elle, n'a jamais été sous influence. Elle est présente au point zéro dans la voie du milieu. Et tant que cette distinction n'est pas vécue, l'humain confond survie et réalité. Le jour où elle est incarnée, le réel commence à créer. Ce qui est vu n'a plus besoin d'être combattu, ce qui n'est plus internalisé cesse naturellement de gouverner. Intention. Même si je ne sais pas comment, je commande de rendre visibles toutes les internalisations conscientes et inconscientes qui structurent encore mon personnage, afin que ce qui agissait dans l'ombre et créé à ma place soit vu depuis la conscience intacte et cesse immédiatement d'opérer par automatisme au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande la transmutation de toutes les internalisations familiales, sociales, matricielles, culturelles, raciales et collectives inscrites dans mon corps en intelligence vivante, en liberté réelle, c'est-à-dire mon essence, sans rien couper, sans rien rejeter, sans rien combattre, au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande la restauration immédiate de la création réelle depuis mon double, ma conscience incarnée, hors survie, hors polarisation, hors adaptation automatique, en laissant le réel émerger sans justification au point zéro. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra.